Prenez un instant pour vous imaginer les personnes qui vous sont chères. Ça peut être votre famille, vos amis proches, votre amoureux. Comment vous sentiriez-vous si vous étiez séparé d'eux? Ou même pire encore, s'ils venaient à vous abandonner? Vous ressentiriez probablement de la tristesse, de la colère ou un sentiment d'injustice. Et cela est bien normal. Toutefois, certaines personnes vivent leurs émotions de façon extrême et ont particulièrement peur de l'abandon. Ces personnes vivront donc des comportements impulsifs, des relations instables et un sentiment de vide intérieur. C'est le trouble de la personnalité limite. Mais d'abord, qu'est-ce qui distingue une personnalité pathologique d'une personnalité normale? Le trouble de la personnalité limite fait partie des troubles de la personnalité. Ainsi, comme pour tous les troubles, les personnes atteintes témoignent d'une inflexibilité qui mène à des comportements mésadaptés, à de la souffrance et à des incapacités fonctionnelles. Les symptômes du trouble de la personnalité limite incluent entre autres la peur intense d'être abandonné, des changements rapides dans l'identité et dans l'image de soi, ce qui inclut des changements de valeur et l'impression de ne pas exister, des périodes de perte de contact avec la réalité, des comportements risqués et impulsifs, des idées suicidaires, de l'automutilation, des sauts d'humeur variés, des sentiments de vide, de la colère inappropriée et des relations instables. Pour être diagnostiqué avec un trouble de la personnalité limite, une personne doit avoir au moins 5 des 9 critères présents dans le DSM-5. Le trouble de la personnalité limite survient généralement au début de l'âge adulte ou à l'adolescence et il affecte environ 1,6% de la population, mais ce chiffre peut atteindre jusqu'à 5,9% selon la population étudiée. De plus, 75% des gens diagnostiqués sont des femmes. Aussi, environ 20% des patients hospitalisés dans les instituts psychiatriques sont atteints du TPL, ce qui représente une bonne proportion des gens présents dans ce milieu. Avant d'aborder les facteurs de risque liés au trouble de la personnalité limite, il faut savoir qu'il n'y a pas de cause spécifique menant au développement de celui-ci. C'est plutôt l'interaction de plusieurs facteurs de risque que l'on qualifie comme prédisposants qui fait en sorte qu'une personne va développer ce trouble. Pour commencer, il est à noter que le fait d'être une femme augmente les chances de développer le trouble. Par ailleurs, les causes génétiques sont principalement liées aux traits de la personnalité et au tempérament inné. Cependant, il a aussi été démontré que le trouble de la personnalité limite pourrait être causé par une mutation dans les gènes de transporteurs sérotoninergiques ainsi que par la répétition de certains allèles. De plus, le fait d'avoir un membre de la famille du premier degré souffrant du trouble de la personnalité limite augmente les chances de développer la maladie. Concernant les facteurs environnementaux, la présence d'événements traumatisants tels que l'abus physique, l'abus psychologique et la perte d'un être cher à l'enfance augmente les risques que l'enfant développe le trouble de la personnalité limite plus tard. Par contre, un enfant ayant grandi dans un environnement sain et sécurisant aura tout de même la possibilité de développer le trouble, alors qu'un enfant ayant eu une enfance effroyable pourrait ne pas le développer. D'autre part, concernant les facteurs d'ordre neurobiologique, des recherches ont démontré que des anomalies dans différentes aires du cerveau peuvent être la cause de certains symptômes de la maladie, tels que l'impulsivité ou encore l'instabilité émotionnelle. Ces anomalies peuvent influencer la façon dont un individu perçoit les événements. Dans ce présent vidéo, nous nous attarderons sur les différences anatomiques du système limbique. Une des structures atteintes est l'amygdale. Celle-ci est impliquée dans la mémoire émotionnelle et elle est significativement plus petite chez les personnes ayant ce trouble. La réduction de sa taille fait en sorte que la personne a de la difficulté à reconnaître les émotions sur le visage des autres. Ainsi, elle peut avoir une interprétation erronée de l'intention des autres. L'amygdale, en plus d'être de petite taille, est hyperactivée. Cela fait en sorte qu'elle donne un sentiment d'anxiété et de peur exagérée par rapport aux stimuli. En imaginant la menace, la personne ayant un TPL réagit de façon agressive. Une autre des structures atteintes par le TPL est le cortex singulaire antérieur, aussi appelé cortex limbique antérieur. Il joue un rôle dans la gestion des émotions et dans l'attribution d'une valeur affective aux stimuli. Il a également le rôle d'inhiber l'amygdale, ce qui fait en sorte que la réponse à la peur est bloquée, tout en permettant à la personne de conserver la faculté de penser face à la situation, plutôt que de simplement figer vis-à-vis le danger. Ce dernier se trouve hypoactif et son volume est diminué, d'où le déficit dans la régulation des émotions et la réponse exagérée de peur et d'anxiété retrouvée chez les personnes atteintes de ce trouble. Le volume de l'hippocampe, une structure impliquée dans la mémoire déclarative, soit la mémoire pour les souvenirs et les connaissances, se trouve également réduit. Des expériences de dissociation sont parfois vécues par les TPL ayant vécu un traumatisme, surtout durant l'enfance.
justement pour éviter de se souvenir des événements traumatisants. Cela coïncide avec le fait que le volume de leur hippocampe est diminué. Les connaissances en neurosciences peuvent aider les ergothérapeutes à intervenir, considérant que la plasticité cérébrale fait en sorte que de nouveaux apprentissages sont possibles. La plasticité cérébrale du système limbique étant limitée, il sera toutefois possible d'induire de nouvelles connexions synaptiques au niveau des lobes orbitaux frontaux. Cela explique pourquoi il est possible, en psychothérapie, de dénouer les distorsions cognitives qui peuvent créer des émotions négatives, afin de rendre les pensées plus adéquates et ainsi faire en sorte que la personne ait un comportement plus adapté. Cela correspond au principe du schème cognitivo-comportemental utilisé en ergothérapie. En effet, deux grandes approches sont préconisées dans le traitement du trouble de la personnalité limite, soit la thérapie cognitivo-comportementale et la thérapie psychodynamique. Il faut savoir que la thérapie d'un trouble de la personnalité limite connaît un haut taux d'abandon. Entre la moitié et 2/3 des clients cessent prématurément leur traitement. Cela peut être expliqué par le pauvre introspection et les difficultés émotionnelles propres à ce trouble, qui rend difficile l'établissement d'un lien thérapeutique et donc l'engagement du client dans la thérapie. C'est pour ces raisons que les deux grandes approches ont été adaptées et ont donné naissance à des modèles spécifiques de thérapie. D'autres thérapies plus générales sont également utilisées, comme la psychoéducation et le support à la famille. Par ailleurs, une revue systématique effectuée par Links et ses collègues suggère que les thérapies réduisent les comportements suicidaires et la dépression, et ce, jusqu'à 2 ans après la thérapie. Plus précisément, des facteurs ont été étudiés afin de mieux comprendre ce qui influence le résultat des thérapies. Par exemple, un changement dans la compréhension de soi, plus marqué dans les thérapies psychodynamiques, entraîne une amélioration des symptômes qui perdurent après la thérapie. Il est à noter que les professionnels qui utilisent ces thérapies sont surtout des psychologues et des psychiatres, mais aussi des psychoéducateurs et des médecins généralistes, des travailleurs sociaux et des ergothérapeutes ayant suivi une formation spécifique. Les ergothérapeutes ne sont donc pas toujours impliqués dans le traitement des troubles de la personnalité limite, mais ils ont beaucoup à apporter, en raison des impacts fonctionnels majeurs que le trouble occasionne. Par exemple, les ergothérapeutes sont bien placés pour supporter et valider les rôles du client, pour identifier les difficultés spécifiques qui nuisent à sa participation, pour défendre ses droits, pour sensibiliser les milieux afin de réduire la stigmatisation et pour l'aider sur la voie du rétablissement. Concernant la médication, il existe de nombreux médicaments qui peuvent être prescrits aux patients souffrant du trouble de la personnalité limite. Cependant, il n'existe aucun médicament spécifique au TPL qui permet d'y remédier. Toute la médication prescrite permet seulement d'atténuer les symptômes, améliorant ainsi le fonctionnement quotidien du patient et pouvant aussi permettre aux clients de bénéficier davantage des effets positifs de la psychothérapie. Parmi les médicaments prescrits, on retrouve les antidépresseurs, les anxiolytiques, les antipsychotiques et les stabilisateurs de l'humeur. Ces médicaments ont pour but d'agir sur les problèmes associés au TPL tels que la dépression, l'anxiété ou encore l'abus de substances. En conclusion, les connaissances en neurosciences ont permis de mieux comprendre les implications du système limbique auprès de ce trouble et aussi de faire des liens entre les traitements offerts en ergothérapie et leurs effets sur le cerveau des personnes atteintes. Dans un tout autre ordre d'idées, une étude de Deans et Meosevic a rapporté que 44% des infirmières en psychiatrie ont le sentiment de savoir comment se prendre avec les clients atteints du trouble de la personnalité limite. En tant que futur ergothérapeute, il serait pertinent d'explorer les stratégies pouvant réduire la stigmatisation auprès du personnel soignant et aussi de la population en général, et ce, afin d'améliorer le rétablissement de ses clients.